Un grand merci de nous recevoir, Noam Chomsky. Le monde en 2015 semble très instable, mais d'une façon générale, êtes-vous plutôt optimiste ou pessimiste? Au niveau mondial, nous courons vers un précipice. Nous ne pouvons que chuter dans l'abîme, ce qui réduit fortement nos chances d'une survie décente. De quel précipice s'agit-il? Il y en a deux, en fait. Le premier est environnemental. Une catastrophe écologique est imminente et nous n'avons que très peu de temps pour la limiter. Nous allons dans le mauvais sens. L'autre date de 70 ans. C'est la menace d'une guerre nucléaire. Une menace qui est en fait toujours croissante. Si vous regardez bien ce dossier, c'est un miracle que nous ayons survécu. Voyons les questions environnementales d'abord. Nous avons demandé aux internautes sur les réseaux sociaux de nous envoyer des questions et nous en avons reçu des milliers, comme cette question de Enoa Agoli qui demande « Quand vous analysez la question de l'environnement avec le regard d'un philosophe, que pensez-vous du changement climatique ?» L'espèce humaine est vieille d'environ 100 000 ans et elle est maintenant face à un tournant de son histoire. Cette espèce est dans une position où elle va bientôt décider, d'ici quelques générations, si l'expérimentation de la vie dite intelligente peut continuer ou si nous sommes déterminés à la détruire. Les scientifiques reconnaissent que les combustibles fossiles doivent être laissés dans le sous-sol si nos petits-enfants veulent avoir des perspectives décentes. Mais les structures institutionnelles de notre société font pression pour essayer d'extraire la moindre goutte. Les conséquences humaines du changement climatique dans un avenir très proche sont catastrophiques et nous courons vers un précipice. En termes de guerre nucléaire, nous savons tous maintenant que l'Iran a conclu un accord préliminaire. Est-ce que cela ne vous donne pas l'espoir que le monde puisse être un endroit plus sûr? Je suis pour les négociations avec l'Iran, mais ces discussions sont profondément viciées. Il y a deux États au Moyen-Orient qui multiplient des agressions, de la violence, des actes terroristes, des actes illégaux en permanence. Ils sont tous les deux des États très puissants dotés de l'arme nucléaire et leurs armes nucléaires ne sont pas prises en compte. À qui faites-vous allusion? Les États-Unis et Israël, les deux États nucléaires majeurs du monde. Je veux dire, il y a une raison pour laquelle, dans les sondages internationaux, gérés par des instituts de sondage américains, les États-Unis sont toujours considérés comme la plus grande menace à la paix mondiale, avec une majorité écrasante. Aucun autre pays n'en est si proche. Il est assez intéressant que les médias américains refusent de publier cela, mais ils ne vont jamais très loin. Vous n'accordez pas une très grande estime au président américain Barack Obama, mais avec cet accord, ne le voyez-vous pas sous un meilleur jour, le fait qu'il s'efforce de réduire la menace d'une guerre nucléaire? En fait, il ne fait rien. Il a juste lancé un programme de plusieurs billions de dollars de la modernisation des armes nucléaires américaines, ce qui signifie l'expansion du système nucléaire. C'est l'une des raisons pour lesquelles la célèbre horloge de l'apocalypse, établie par le Bulletin of Atomic Scientists, a, il y a quelques semaines, avancé de 2 minutes, donc plus près de minuit. Minuit, c'est la fin. Il est maintenant 3 minutes avant minuit. C'est du jamais vu depuis 30 ans, depuis les années Reagan, quand il y avait un risque imminent de grande guerre nucléaire. Vous avez mentionné les États-Unis et Israël avec l'Iran. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu rejette évidemment l'accord préliminaire sur le nucléaire iranien et il dit « Il faudrait poser la question pourquoi ? Pourquoi ?
Nous savons pourquoi. L'Iran a de très faibles dépenses militaires, même avec les normes de la région. La doctrine stratégique de l'Iran, c'est la défense. Elle est conçue pour tenir à distance une attaque assez longtemps pour que la diplomatie prenne le relais. Les États-Unis et Israël, deux États voyous, ne veulent plus tolérer la menace. Aucun analyste stratégique ne pense que l'Iran puisse un jour utiliser une arme nucléaire. Même s'il le faisait, le pays serait simplement vaporisé. Et il n'y a aucune indication que les mollahs au pouvoir, quoi que vous en pensiez, veulent voir leur pays détruit. Encore une question sur ce problème par l'intermédiaire des réseaux sociaux de Morton Anderson qui demande « Croyez-vous que les États-Unis puissent un jour parvenir à un accord qui serait dangereux pour Israël ?» Les États-Unis mènent en permanence des actions qui sont dangereuses pour Israël, très sérieusement, tout en faisant croire qu'ils soutiennent la politique israélienne. Dans les 40 dernières années, la plus grande menace pour Israël a été sa propre politique. Si vous regardez l'histoire en arrière, en 1970, Israël était l'un des pays les plus respectés et les plus admirés du monde. Il y avait beaucoup d'attitudes favorables. Il est maintenant l'un des pays les plus détestés et craints dans le monde. Au début des années 70, Israël a pris une décision. Ils avaient le choix et ils ont préféré l'expansion à la sécurité avec des conséquences très dangereuses. C'était déjà évident à l'époque. Je l'ai écrit et d'autres personnes l'ont fait. Si vous préférez l'expansion à la sécurité, cela conduit à une dégénérescence interne. Cela amène de la colère, de l'opposition, l'isolement et la destruction ultime, éventuellement. Et en soutenant ces politiques, les États-Unis contribuent à la menace à laquelle Israël est confronté. Cela m'amène à la question du terrorisme, un fléau mondial, et certaines personnes, je pense y compris vous-même, diront qu'il y a un retour de bâton de la politique américaine internationale. À quel niveau les États-Unis et ses alliés sont-ils responsables des attaques terroristes dans le monde entier ? La pire campagne terroriste dans le monde est de loin celle qui est orchestrée à Washington même. C'est une campagne mondiale d'assassinat. Il n'y a jamais eu de campagne terroriste de cette échelle. Quand vous parlez de campagne globale d'assassinat ? La campagne de drones, c'est exactement cela. Sur de grandes parties du monde, les États-Unis, publiquement, ouvertement, il n'y a rien de secret dans ce que je dis. Nous le savons tous. Les États-Unis réalisent une campagne d'assassinat de personnes suspectées de nuire un jour au gouvernement américain. Et en effet, c'est, comme vous l'avez dit, une campagne de terreur. Quand vous bombardez un village au Yémen, par exemple, et que vous tuez quelqu'un, peut-être la personne que vous visiez, peut-être pas, et que d'autres personnes qui se trouvaient dans le quartier meurent elles aussi, comment pensez-vous que les gens vont réagir? Ils vont se venger. Vous décrivez les États-Unis comme le principal État terroriste. Comment se place l'Europe alors, selon vous ? Eh bien, c'est une question intéressante. Une étude récente, je crois qu'elle a été faite par la fondation Open Society, indique que la pire forme de torture, c'est le transfert de prisonniers. Vous prenez quelqu'un que vous pensez être responsable de quelque chose et vous les envoyez à votre dictateur favori, peut-être Assad ou Kadhafi ou Moubarak, pour qu'il soit torturé en espérant que peut-être quelque chose va en sortir. C'est extraordinaire, le transfert de prisonniers. Cette étude s'est penchée sur les pays qui ont participé, bien évidemment les dictatures du Moyen-Orient, car c'est là que les prisonniers ont été envoyés pour être torturés, et l'Europe.
La plupart des pays européens ont participé. L'Angleterre, la Suède, d'autres pays. En fait, il y a une seule région du monde où personne n'a participé, c'est l'Amérique latine. Ce qui est assez dramatique. L'Amérique latine est maintenant à peu près hors de contrôle des États-Unis. Quand elle était contrôlée par les États-Unis, il n'y a pas si longtemps, c'était le centre du monde de la torture. Maintenant, l'Amérique latine ne participe pas à la pire forme de torture qui soit. L'Europe a participé. Quand les maîtres rugissent, les serviteurs se couchent. L'Europe est la servante des États-Unis? Certainement. Ils sont trop lâches pour adopter une position indépendante. Quel portrait faites-vous de Vladimir Poutine? Il est décrit comme l'une des plus grandes menaces pour la sécurité, non? Comme la plupart des dirigeants, il est une menace pour sa propre population. Il a décidé des actions illégales, évidemment, mais le décrire comme un monstre fou qui souffre d'une maladie du cerveau et qui est atteint d'Alzheimer, une créature maléfique, c'est un standard de fanatisme orwellien. Je veux dire, quoi que vous pensiez de ces politiques, elles restent logiques. L'idée que l'Ukraine puisse rejoindre une alliance militaire occidentale serait inacceptable pour tout dirigeant russe. Cela remonte à 1990, quand l'Union soviétique s'est effondrée. Il y avait déjà à cette époque la question de ce qui se passerait avec l'OTAN. Gorbatchev a accepté l'idée que l'Allemagne soit unifiée et puisse rejoindre l'OTAN. C'était une concession assez remarquable avec un quid pro quo. Que l'OTAN ne s'étende pas d'un pouce vers l'Est, c'est l'expression qui a été utilisée. Donc la Russie est tombée dans une provocation. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? L'OTAN s'est déplacée jusqu'en Allemagne de l'Est. Puis Clinton a étendu la prépondérance de l'OTAN jusqu'aux frontières de la Russie. Maintenant, le nouveau gouvernement ukrainien, après le renversement du précédent, a voté à 300 voix contre 8 ou quelque chose comme cela, la résolution pour rejoindre l'OTAN. Mais vous pouvez comprendre pourquoi ils veulent adhérer à l'OTAN, que pour le gouvernement de Petro Poroshenko, ça serait assurer la protection de leur pays. Non, ce n'est pas une protection. La Crimée a été prise après le renversement du gouvernement, n'est-ce pas? Personne ne protège l'Ukraine. Tout cela menace l'Ukraine d'une guerre majeure. Vouloir rejoindre l'OTAN n'est pas une protection. Le fait est que cela représente une menace stratégique sérieuse pour la Russie, quel que soit son dirigeant. C'est bien connu maintenant. Si nous regardons la situation en Europe maintenant, il y a aussi un autre phénomène intéressant qui se déroule. Nous voyons la Grèce se rapprocher potentiellement de l'Est avec le gouvernement Syriza. Nous voyons aussi Podemos qui est en train de gagner le pouvoir en Espagne, ainsi qu'en Hongrie. Pensez-vous qu'il y a une possibilité que l'Europe se rapproche des intérêts russes ? Jetez un œil à ce qu'il se passe. En Hongrie, la situation est totalement différente. Syriza est arrivé au pouvoir sur la base d'une vague populaire qui montre que la Grèce ne veut plus se soumettre aux politiques de Bruxelles et aux banques allemandes qui détruisent le pays. Ces politiques ont été faites pour augmenter la dette de la Grèce par rapport à sa production de richesses. Environ la moitié des jeunes sont au chômage. Presque 40% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. On détruit la Grèce. Faut-il annuler la dette grecque? Oui, bien sûr, comme en Allemagne. En 1953, quand l'Europe a annulé la plupart de la dette de l'Allemagne, juste comme ça, c'était pour que l'Allemagne soit en mesure de rembourser les dommages de guerre. Mais alors, que dire des autres pays européens? La même histoire. Donc, on devrait aussi annuler la dette du Portugal et l'Espagne aussi. Qui a engagé cette dette? Et à qui doit-on la rembourser? La dette a en partie été contractée par des dictateurs. En Grèce, c'était la dictature fasciste soutenue par les États-Unis.
La dette, je pense, était plus brutale que les dictatures. C'est ce que l'on appelle en droit international une dette odieuse, qui ne doit pas être payée. Et c'est un principe introduit dans le droit international par les États-Unis quand il était dans leur intérêt de le faire. Une grande partie du reste de la dette, ce qu'on appelle les paiements à la Grèce, sont des paiements aux banques allemandes et françaises, qui ont décidé de faire des prêts très risqués avec de faibles taux d'intérêt et qui sont maintenant confrontés au fait qu'ils ne peuvent être remboursés. Je vais vous poser cette question de Gilles Gribaudo, qui demande comment l'Europe va-t-elle se transformer dans le futur avec les défis existentiels qui arrivent? Parce qu'il y a la crise économique, il y a aussi une montée du nationalisme, certaines lignes de failles culturelles qui ont été créées à travers l'Europe. Comment voyez-vous l'Europe se transformer? L'Europe a de graves problèmes. Certains sont le résultat de politiques économiques conçues par les bureaucrates de Bruxelles, la Commission européenne et ainsi de suite, sous la pression de l'OTAN et des grandes banques, surtout celles de l'Allemagne. Ces politiques ont un certain sens du point de vue des concepteurs. Ils veulent être remboursés pour leurs prêts et leurs investissements risqués et dangereux. Mais ces politiques érodent l'État-providence qu'ils n'ont jamais vraiment aimé. L'État-providence est l'une de ces contributions majeures de l'Europe à la société moderne. Mais les riches, les puissants ne l'ont jamais apprécié. Il y a un autre problème en Europe. Elle est extrêmement raciste. J'ai toujours pensé que l'Europe est probablement plus raciste que les États-Unis. Ce n'était pas aussi visible en Europe il y a quelque temps, parce que les populations européennes dans le passé avaient tendance à être assez homogènes. Donc si tout le monde est blond aux yeux bleus, alors vous ne semblez pas raciste. Mais dès que la population commence à changer, le racisme arrive de nulle part, très vite. Et c'est un problème culturel très grave en Europe. J'aimerais terminer, parce que nous avons peu de temps, avec une question de Robert Light, sur une note plus positive. Il demande « Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir ?» Ce qui me donne de l'espoir, un certain nombre de choses dont nous avons parlé. L'indépendance de l'Amérique latine, par exemple, c'est une importance historique. Nous le voyons avec la réunion du sommet des Amériques à Panama. Dans les dernières réunions continentales, les États-Unis étaient complètement isolés. C'est un changement radical par rapport à il y a 10 ou 20 ans, quand les États-Unis trempaient dans les affaires latino-américaines. En fait, la raison pour laquelle Obama a fait ces gestes envers Cuba, c'était d'essayer de surmonter l'isolement des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui sont isolés, pas Cuba. Et sans doute, ce sera un échec. On verra. Les signes d'optimisme en Europe sont Syriza et Podemos. Espérons qu'il y ait enfin un soulèvement populaire contre les écrasements, les politiques économiques et sociales destructrices qui viennent de la bureaucratie et des banques. Et c'est très encourageant, ou ça devrait l'être. Noam Chomsky, many thanks for being with me.